Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres de l'actualité. Séminaire d'information à l'attention des attachés de défense auprès des ambassades djiboutiennes, séminaire qui a été présidé par le chef d'état-major général des armées. Et concernant le championnat d'Afrique des Nations, les premières équipes dévoilées. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec cette page nécrologie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Dr Ali Abdo Farah Abdan, personnalité très connue et appréciée à Djibouti et une des figures emblématiques du paysage médical et de santé de notre pays, décédé ce jeudi à Djibouti. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Dr Ali Abdo Farah Abdan, a indiqué le chef de l'État. Saluons la mémoire d'un homme à la carrière remplie et qui fait indubitablement office de modèle de succès professionnel à l'échelle nationale. Il forçait l'estime à travers sa spontanéité à apporter son soutien et appui aux gens et en cela était quelqu'un d'humble et de généreux, a déclaré aussi le président de la République. Homme d'intelligence et d'initiative, il a contribué à l'éclosion et au développement de la médecine libérale à Djibouti et par voie de conséquence à l'accroissement de l'offre de santé chez nous. A par ailleurs noté le chef de l'État qui s'est également souvenu de l'importante œuvre caritative et des multiples projets d'assistance humanitaire qu'il a toujours diligentés. Puisse de Tout-Puissant l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite imploré le président Guelleh, formulant ses condoléances attristées et l'expression sincère de sa sympathie et compassion à la famille, aux proches et amis du défunt. Issu d'une famille connue de Djibouti, feu Dr Ali Abdo Farah Abdan fait partie des premières générations djiboutiennes de biologistes diplômés. Il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire internationale, l'armée djiboutienne a organisé les 4 et 5 janvier la seconde édition du séminaire d'information à l'attention des attachés de défense accrédités auprès des ambassades djiboutiennes à l'étranger. Ce séminaire riche en couleurs et en projets a été marqué par la présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a présidé l'événement durant ces 48 dernières heures. Les plus hauts responsables de l'armée djiboutienne étaient également présents pour compléter l'événement.
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur les officiers généraux, Monsieur les officiers supérieurs, Monsieur les attachés de défense djiboutiens, Mesdames et Messieurs les officiers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis lieutenant Assauka Qasim Ali du camp Cheikh Ousmane de la Direction des Relations Internationales. Je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle de conférence de la Direction des Relations Internationales à l'Armée de l'air pour assister aux secondes conférences d'information organisées à l'attention des attachés de défense djiboutiens accrédités auprès de nos ambassadeurs à l'étranger. Minutieusement organisé donc par la Direction des Relations Internationales des Forces armées djiboutiennes, ce séminaire ayant accueilli l'ensemble des attachés militaires djiboutiens était l'occasion tant attendue pour faire le bilan de l'année 2022 qui s'est écoulée, mais aussi pour tracer les lignes de conduite de l'année 2023 en cours. Après une brève description de la situation sécuritaire, sanitaire et économique qui prévaut au niveau national, régional et international, le chef d'état-major général des armées a rappelé l'immensité et l'importance de cette mission qui découle directement de la vision stratégique et éclairée du président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Par la grâce d'Allah et avec la bénédiction du chef d'état-major général des armées, rassemblés durant ce deuxième séminaire d'information à l'attention des attachés de défense accrédités auprès des ambassades djiboutiennes à l'étranger. Il est important de clarifier, bien sûr, qu'il s'agit de la réforme de la coopération militaire de l'armée djiboutienne et non de la réforme des organes chargés de la conduite des relations internationales. Réforme adaptée à la doctrine 2022, une réforme qui repose sur un renforcement des capacités de nos forces, aussi bien en hommes formés par les meilleurs, organisés pour l'action, qu'en matériel, équipés des équipements performants dans la défense de l'intégrité territoriale, qui est pour un emploi régulier de nos forces dans les opérations de maintien de la paix. Parallèlement, et en vue de traduire une évolution positive d'une armée de nos besoins, une réforme même du concept de la coopération militaire s'avérait primordiale, lieu de penser d'une coopération choisie au lieu d'une coopération de substitution. Bien sûr, l'essentiel était de réfléchir sur comment se doter d'un instrument structuré, capable de conduire une action militaire au plus haut niveau pour une coopération gagnante-gagnante. Pour une coopération, je disais, choisie et non une coopération de substitution.
Et enfin, c'est au rythme chantant du groupe folklorique Harbi que l'ensemble de ces officiers prendront un déjeuner de cohésion, déjeuner au cours duquel le chef d'état-major général des armées remerciera tous ceux et celles qui auront apporté leur contribution dans la préparation de ce séminaire et souhaitera bonne reprise de mission aux attachés militaires. Et durant cette cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a prononcé un important discours dont voici la teneur. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de la défense, monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de la défense, messieurs les officiers, attachés de défense, mesdames et messieurs, je tiens à tout d'abord pour s'exprimer à vous et à votre famille mes meilleurs vœux de santé, de paix et de succès dans toutes vos missions à l'occasion des nouvelles en 2023. Que ces nouvelles ans, cette nouvelle année, nous apporte le succès dans toutes nos missions garantissant la paix, la stabilité et la souveraineté de notre cher pays. Je voudrais remercier l'ensemble de nos attachés de défense ou attachés militaires à l'étranger pour avoir répondu à cette convocation annuelle. En cette même période, en 2021, la Direction des relations internationales avait organisé le premier séminaire de ce genre dans le but d'une meilleure coordination dans le cadre de la coopération militaire avec les pays amis. Je suis convaincu que l'organisation annuelle de cette rencontre contribuera au développement de nos relations militaires au niveau international. Votre fonction d'attaché militaire ou attaché de défense est aussi déterminante afin de renforcer les capacités de nos forces armées et de profiter d'une coopération fructueuse avec nos amis, surtout en ces moments où la situation sécuritaire dans notre région est inquiétante. Vous saurez, l'occasion durant ces 2 jours de présenter la situation de la relation bilatérale, la situation politico-militaire, la situation de nos stagiaires, ainsi que pour la réalisation
Sachez également que la mission qui vous a été confiée à chacun dans son secteur découle de la vision éclairée du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Allah est là. Cette nouvelle vision est passée sur une représentation militaire répondant aux exigences et besoins propres à nos forces armées et doit impérativement remplacer la stratégie de coopération habituelle. Je fais vous voir ou j'essaie davantage compter sur vous pour suivre avec rigueur les directives émises dans le plan de route 2023. Pour finir, sachez qu'il sera préparé le décret qui définira le statut des attachés de défense. Dans l'actualité également, le port multimodal de Doralé, le DMP de Djibouti, a reçu aujourd'hui 2000 véhicules qui seront destinés à l'Éthiopie. Au lieu d'assembler les véhicules en Éthiopie, la DMP a autorisé la compagnie maritime éthiopienne MTS à utiliser un terrain du port pour effectuer l'assemblage. Cette mesure a été prise afin de gagner du temps et de rationaliser le processus d'expédition. Le directeur général de la DMP, Jama Ibrahim, était présent au port pour superviser le déchargement des véhicules. 400 véhicules seront acheminés par la suite vers Jeddah. La décision d'autoriser MTS à utiliser le terrain du port de la DMP pour l'assemblage des véhicules est une décision pratique car elle permet au processus d'expédition d'être plus efficace et rentable. En effectuant l'assemblage au port, les véhicules peuvent être expédiés directement vers leur destination finale plutôt que d'être transportés en Éthiopie puis réexpédiés. Cela permet d'économiser du temps et des ressources et en fin de compte profite à la fois au DMP et au MTS. Et le directeur général de la DMP, Jama Ibrahim, était présent donc au port avec la délégation d'Ethiopian Shipping Line pour superviser le processus de déversement. Cette mesure, selon lui, devrait permettre de rationaliser le processus d'expédition et de garantir que ces véhicules atteignent leur destination finale en Éthiopie de manière efficace. On écoute les directeurs. Je vous souhaite dans un premier temps une très bonne année, une année de succès à vous tous, à notre pays. Et j'espère que l'année 2023 sera une année d'efficacité, de bonheur et de joie. Comme vous voyez derrière moi, vous voyez donc des camions. Ces camions appartiennent donc à Ethiopian Shipping Line. Nous avons donc discuté avec Ethiopian Shipping Line pour faire en sorte que ces camions puissent être utilisés directement à partir du port, au lieu de le ramener en Éthiopie et de le faire revenir vers le port de Djibouti. Cette idée a été donc acceptée par les deux parties. Donc lorsque nous recevons les camions ici au port, le montage se fait directement et ces camions sont utilisés directement au port. Donc ils vont directement au quai, on charge les camions et les camions partent directement du port vers l'Éthiopie. Ce qui nous a permis d'une part de réduire le temps de séjour du navire et d'autre part nous a permis aussi de faire des performances que vous tous vous connaissez. Donc je pense que le fait de travailler ensemble et de pouvoir discuter donc avec nos partenaires nous permet donc de trouver des solutions rapides et justes. Et ce qu'on attend de nous, c'est de pouvoir faire le plus rapidement, décharger le plus rapidement possible le navire, afin qu'on évite aussi au navire de faire de demurrage. Parce que plus le navire reste au quai, plus ça pose problème, plus ça coûte de l'argent. Et donc, pour qu'un port soit efficace, il faut qu'il permette donc au navire qui vient au quai de partir le plus rapidement possible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous dire à vous tous que les performances qui ont été attendues par nous ont été atteintes et nous espérons pour 2023 que ces performances seront encore plus
plus performant et on espère vraiment satisfaire notre client qui est quand même, comme vous le savez, l'Éthiopie. Donc la satisfaction du client est au cœur de notre stratégie et je pense que réellement nous avons pu arriver donc à nos objectifs. Dans un deuxième temps, je voulais justement aussi que vous regardez juste au niveau du quai, on a un grand navire qui a importé aussi des véhicules. Donc, et nous avons décidé dans notre stratégie de faire en sorte que le port de DMP devienne un port de transbordement des véhicules. Cette idée a fait son chemin depuis des années. Je pense qu'on arrive maintenant à réaliser en tout cas cet objectif qui est quand même important pour nous et qui nous permet de faire plus de revenus. Dans l'actualité également, après les fortes précipitations enregistrées un peu partout dans le pays, notamment dans la région d'Arta, le barrage de l'amitié djibouto-turc avait dépassé pour la première fois le niveau de contenance maximum de 14 millions de mètres cubes d'eau, atteignant ainsi les 16 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage de l'amitié djibouto-turc est situé, rappelons-le, à proximité de Bodley, du réservoir de Langobeley. Notre équipe de reportage avait tourné donc ces images lors des pics des pluies tombées en amont sur le barrage. Le surplus de eau du barrage qui avait emprunté le chemin des déversoirs suivent actuellement les cours de l'oued de Wéa avec l'ouverture des vannes de déversoir. Et depuis hier, la direction des grands travaux du ministère de l'Agriculture avait ouvert les vannes du barrage situé en dessous. Cette action est une nécessité surtout dans un nouveau barrage dont les travaux de construction ont été finalisés en 2020. Une action qui permet également de sécuriser le barrage pour réduire la pression de l'eau et deuxièmement de permettre de dégager la boue et les sédiments stockés au fond du barrage par les crues précédentes. Les eaux boueuses sorties des vannes ouvertes rejoignent des canalisations aménagées. Le lit de Zoued situé à proximité, notamment le grand oued de Wéa qui alimente en eau de pluie donc le barrage de l'amitié. La direction des grands travaux chargée de la gestion du barrage est toujours mobilisée pour surveiller l'évolution de la situation de ce barrage construit dans le cadre de la coopération djibouto-turque à plusieurs fonctions également. En premier, de retenir une partie des eaux fluviales de l'Oued et pour sécuriser la ville de Djibouti. Et deuxièmement, la promotion des activités agro-pastorales pour les populations environnantes. Et pour plus de précisions concernant donc la situation du grand barrage de l'amitié, avec nous ce soir sur ce plateau, le directeur des grands travaux au ministère de l'Agriculture, M. Abled Diama. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans un premier temps, quelle est la situation du barrage actuellement et quel serait également son impact en aval? Je vous remercie de nous donner une fois de plus l'opportunité de communiquer sur la situation du grand barrage de l'amitié. Nous avons en effet ouvert les vannes aujourd'hui à plein régime. Nous avions fait des essais hier après-midi, mais aujourd'hui nous avons pleinement ouvert ces vannes avec un débit global de 15 mètres cubes par seconde. Comme vous l'avez bien dit, l'opération consiste à abaisser le niveau de volume d'eau dans le réservoir afin de soulager, de diminuer la pression sur cet ouvrage qui est nouvellement construit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de purger le barrage et d'évacuer la boue qui s'est accumulée depuis sa mise en service, voilà bientôt 2 ans. Et donc, aujourd'hui, je dirais d'abord que c'est la procédure habituelle pour ce type de barrage. Donc, d'ouvrir les vannes dès que cet ouvrage neuf atteint pour la première fois son niveau maximum. C'est la procédure habituelle pour ce type de barrage. Ensuite, cette procédure consiste à ouvrir les vannes pendant 24 heures. Donc 24 heures avec un débit de 15 mètres cubes par seconde, c'est près de 1 300 000 mètres cubes d'eau qui vont être lâchés. Et l'objectif pour nous, c'est d'arriver à lâcher 2 millions. Donc nous avons, après 24 heures, c'est 1 300 000, nous allons laisser reposer une demi-journée, nous allons encore ouvrir les vannes pour compléter les 2 millions et donc ainsi terminer notre opération. Alors, en aval, le fait que nous ayons ouvert la vanne, mais avec un débit relativement faible, 15 mètres cubes par seconde, c'est important, mais à l'échelle de cet ouvrage, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est un mince filet d'eau qui va arriver au niveau des Agadere et aussi au niveau de la route de la Palmeraie. Donc, qui, en aucun cas, ne pourra nuire à la circulation des biens et des personnes. Donc le message, c'est que à la population de ne pas s'inquiéter.
de ne pas s'inquiéter. Et donc, s'ils voient arriver de l'eau qui continue de couler au niveau de la Palmeraie ou de franchissement au niveau de l'Oued Agadere, voilà, donc d'être au courant que c'est les eaux des barrages, la vidange des barrages qui est arrivée jusqu'à là. Donc c'est juste pour donner plus d'informations à nos concitoyens. Merci pour toutes ces précisions, monsieur le directeur, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité également, dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de la Fondation IOG Droit au logement et revenir également sur le quotidien des familles qui ont bénéficié des différents logements donc, que cette fondation a offert suite aux nombreux incendies qui ont eu lieu ces dernières années dans la capitale. Regardez, c'est un document de la rédaction. 17 juillet 2017, Balbala est touché par un incendie sans précédent. Jamais la banlieue n'a subi un tel sinistre. Près de 200 maisons complètement détruites et autant de familles dans la rue. Mais la peur ne durera que peu pour toutes ces familles. En l'espace de quelques jours seulement, la fondation Ismaïl Omar Guelleh pour les logements vole à leur secours en les relogeant à la cité Nassib qui venait d'être achevée. Il est 13h, nous sommes à la cité Nassib. Awali Abdillahi ramène ses filles de l'école. Il fait partie des 200 familles relogées dans les quartiers. Niama Hussein, son épouse, s'occupe de la maison. Grâce à la connexion au réseau de l'ONIAD et une alimentation régulière en eau, faire la cuisine ou laver les linges ne fait plus partie des soucis du quotidien. Une fois terminé, Niama va accueillir ses enfants. Il est temps de se préparer pour passer à table en famille. Le couple vit dans ses F1 avec ses 3 enfants. Ils ont déjà commencé à faire des économies pour construire une deuxième chambre. Et pour cela, il faut évidemment travailler beaucoup plus. Comme plusieurs des familles dans une situation d'extrême pauvreté au départ, le couple a bénéficié d'un financement non remboursable de la DDS pour lancer une activité génératrice de revenus. Ils ont opté pour cette boutique de vêtements et de cosmétiques. Niama s'est fait aussi aider par sa sœur. Elle dispose d'une machine à coudre qu'elle utilise elle-même grâce à une formation reçue au préalable, en même temps qu'un encadrement dans la gestion entrepreneuriale. Maintenant que les affaires vont plutôt bien, Awale, qui d'habitude travaille avec son épouse dans la boutique, compte chercher une autre activité pour avoir une deuxième source de revenus. Conscient de cette opportunité unique, Niama Hussein et Awale Abdillahi n'ont aujourd'hui aucune raison de baisser les bras. Depuis cette nouvelle chance, cette nouvelle vie, leurs efforts du quotidien sont à la mesure de leurs ambitions, avoir une meilleure vie pour eux et leurs enfants. L'association des femmes engagées pour l'environnement, pour la protection de l'environnement a organisé une journée d'action communautaire dans le village de Balheu, dans la sous-préfecture de Dora, dans la région de Tadjoura. Diverses actions pour la protection de l'environnement, comme le ramassage des ordures, assurant au passage la propreté du corridor Tadjoura-Balheu avec la collaboration des femmes de la sous-préfecture de Dora et de Balheu. C'est avec la collaboration des autorités de la région et des responsables de la sous-préfecture de Dora que ces opérations ont eu lieu, et ce dans le but de sensibiliser les populations, notamment les différentes associations des femmes, les notables et la jeunesse de Balheu qui mènent à leur tour des activités similaires au quotidien. La présidente de l'association, Medina Saleh, n'a pas manqué de rappeler les objectifs de la création de ces associations pour préserver un environnement sain afin de s'épanouir et de garder la santé optimale. Et nous finissons au sport pour clore cette édition CHAN 2023. Les premières équipes dévoilées. Le championnat d'Afrique des Nations débute dans moins de 10 jours en Algérie, notamment du 13 janvier au 4 février. Le championnat d'Afrique des Nations débutera avec le face-à-face Algérie-Libye au nouveau stade de Baraki. En attendant, les premières listes de joueurs commencent à tomber. 18 pays participent à cette compétition. Ils ont été placés dans 5 groupes. Les 3 premiers, A, B et C, sont composés de 4 équipes, alors que les 2 derniers, D et E, n'en comptent que 3. Les 2 premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seuls les premiers des groupes D et E pourront se qualifier. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.